Sur Internet, dans les conversations, à la télévision, à la radio, on entend tout le temps la même question. Qui a gagné au sommet? Et qu'est-ce que cela signifie pour nous? Et qui en est sorti perdant? Et ainsi de suite. Je ne sais pas. Dans un film, un personnage tout à fait secondaire, de passage, a prononcé une phrase remarquable. La conversation avait lieu entre deux juifs, et l'un a dit « La politique sans Yéhidis, c'est une chose, mais comment cela va-t-il nous toucher, nous les juifs ?» Je ne suis pas certain des mots exacts, mais c'était l'idée. J'ai alors compris quelque chose d'important. Les gens ne s'intéressent pas vraiment aux événements eux-mêmes, mais à la façon dont cela va les affecter personnellement. C'est pourquoi nous allons analyser les événements mondiaux, du point de vue de leur impact sur nous. Chers amis, bonjour. Bonjour à tous. Au cours de la semaine dernière, il s'est passé tellement d'événements que chacun d'eux mériterait une émission à part entière. Mais si on les met côte à côte, on commence à voir une image qui se forme. Peut-être qu'on ne les verrait pas séparément. Aujourd'hui, il y a comme 5 sujets étroitement liés, donc 5 et 1. Le plus important, c'est Pékin, bien sûr, qui a battu qui lors du sommet Trump-Xi. Et qu'est-ce qui a été dit là-bas, que l'on relie aujourd'hui à Moscou avec bien plus de tension que n'importe quelle nouvelle de ces derniers mois. Deuxième. Israël a éliminé le chef de la branche militaire du Hamas. Son nom est Izzedine al-Haddad, l'un des derniers architectes survivants du 7 octobre. Je souligne, l'un des derniers. Que pensez-vous qu'il soit arrivé au précédent? Troisièmement, il s'agit du détroit d'Ormuz. L'Iran ne se limite plus à capturer ou tirer sur des navires. Il a commencé à délibérément déverser du pétrole dans les eaux du Golfe. Pourquoi? Et contre qui frappe-t-il en premier? Et quatrièmement, l'Amérique commence à manquer, comme disent les militaires, de matériel militaire. Pas de pétrole, pas de dollars donc. Les intercepteurs, les missiles Patriot, le Tchahad, le Precision Strike, près de la moitié des réserves stratégiques ont été utilisées là-bas. Et pour reconstituer cela, il ne s'agit pas de mois, mais d'années. Cinquièmement, les tout derniers sondages. La désapprobation de Donald Trump pour son second mandat a atteint des niveaux records, des sommets, des profondeurs. Je ne sais pas comment le dire. Sur l'économie, 70% sont contre. Donc, même si les démocrates ramassent au ça, il va devoir faire quelque chose avec, et il le fera. Ne vous inquiétez pas, il fera quelque chose à ce sujet. Et avant que nous passions au sujet suivant. La fameuse déclaration de Pékin pour laquelle il vaut la peine de s'arrêter un instant. Au Grand Palais du Peuple. Elle a été prononcée là-bas, la grande salle du Kremlin. Une formule a été prononcée. Donald Trump l'a prononcée, les États-Unis et la Chine. Les pays les plus importants et les plus puissants du monde. Ensemble, nous pouvons accomplir énormément de choses. Nous n'avons besoin de personne d'autre pour cela. Grand et bienveillant. Et pour nos deux pays. Et pour le monde entier. Je souligne. Ensemble, nous pouvons agir sans faire appel à qui que ce soit. Nous n'avons pas l'intention de le faire. Xi n'a pas objecté. Xi a répondu dans la même logique. Les intérêts communs entre la Chine et les États-Unis dépassent nos divergences. C'est remarquable. La coopération profite aux deux parties. Quand nous nous opposons, les deux parties en souffrent. Nous devons être des partenaires, pas des adversaires. Messieurs, que ce soit clair, ce n'étaient pas des déclarations spontanées. Ces discours ont été rédigés, vérifiés, approuvés. Ils ont fait l'objet de consultations, y compris. Que pensez-vous si nous disons ceci? Et si l'autre partie dit cela, alors nous dirons cela. Et de facto, nous confirmerons. Et ainsi de suite. Et tout le monde a entendu cela. Tout le monde comprend comment cela fonctionne. Tout le monde comprend que cela a été convenu à l'avance. 2 pays dans le monde. Pas 3, pas 5. 2. Au Kremlin, ils l'ont lu. À Bruxelles, ils l'ont lu. À Delhi, ils l'ont lu. Parce que la formule signifie une chose simple. Les autres jouent selon nos règles. C'est nous qui déciderons comment le monde vivra. Vous aurez beau vous pavaner. Mes chers ambitieux, la Russie, selon qui a passé 20 ans à bâtir un monde multipolaire et se disait grande puissance, vient de recevoir une indication claire de sa nouvelle place. Elle s'est pris une claque. Pas au rang de la Chine, encore moins de l'Amérique. Plutôt au fond de la file, n'est-ce pas? C'est par là que nous allons commencer. 2 dirigeants. Lorsque les caméras de télévision montrent la poignée de main des 2 présidents, la salle retient son souffle. Les commentateurs parlent de négociations tendues, de compromis difficiles. On dit que beaucoup de choses vont se décider dans les heures, voire les minutes qui viennent. Les journaux titrent « Le destin du monde ». Entre ses mains. Les réseaux sociaux s'enflamment, les experts font des prévisions. Et presque tout cela passe à côté de l'essentiel.
Parce qu'au moment où les deux dirigeants se serrent la main, tout est déjà décidé, depuis longtemps. Comment ça fonctionne ? Prenons n'importe quelle grande rencontre des dernières décennies. Des mois avant, un travail commence que personne ne voit. Les équipes techniques, des dizaines de personnes de chaque côté, se retrouvent dans des lieux neutres, parfois dans des pays tiers ou des hôtels sans enseigne. Ils travaillent sur des documents, des chiffres, des formulations. Chaque mot est pesé, chaque virgule est discutée. Ensuite, les ministres se joignent au processus. Les conseillers interviennent, puis les dirigeants reçoivent les dossiers finaux indiquant « Voici notre proposition ». Voici ce qu'ils sont prêts à accepter. Voici les points de désaccord que nous avons convenu de reporter au prochain cycle, au moment où l'avion du dirigeant décolle. Il ne se demande pas vraiment à quoi ils parviendront là-bas. Il connaît déjà les résultats de la rencontre, précisément jusque dans les moindres détails. Aucun dirigeant d'une grande puissance ne se rend à une rencontre sans savoir comment elle va se terminer. Eh bien, sauf un que nous connaissons. Ce ne serait pas diplomatique, ce serait une aventure, et les aventures à ce niveau coûtent trop cher. Pékin, mai 2026. Trump est arrivé à Pékin avec une armée de PDG, de présidents, Musk, Jensen Huang. Les dirigeants des plus grandes entreprises américaines. L'image télévisée était impeccable. Honneur militaire, enfants avec des drapeaux, banquet d'État, toast à la santé. Les commentateurs ont immédiatement commencé à compter les gagnants et les perdants. Certains affirmaient que Trump avait eu moins d'avions que prévu, donc il avait perdu. D'autres disaient qu'il avait cédé sur le commerce, donc il avait perdu. D'autres encore discutaient du fait que les négociations étaient dans l'impasse sur Taïwan, l'Ukraine, l'Iran. Tout le monde regardait l'image. Personne ne regardait la mécanique, et la mécanique est la suivante. Des mois avant Pékin, le ministre des Finances Besson et le vice-premier ministre chinois Le Fang se sont rencontrés et ont travaillé ensemble. En Corée du Sud, une réunion technique finale a eu lieu, où la formulation officielle a été arrêtée. Des résultats globaux, équilibrés et positifs. Autrement dit, au moment où Trump s'est monté à bord de l'Air Force One, les documents étaient en prêt. Il ne restait plus qu'à apposer les signatures. De quoi sont-ils convenus ? De ce qui compte vraiment pour les deux parties. Les tarifs n'augmentent pas. Le commerce continue, les canaux d'échange s'élargissent. Sur Taïwan, l'Ukraine, l'Iran, le statu quo. Pouvez-vous dire que rien n'a changé ? Oui, c'est cela l'accord. Rien n'a changé. Personne n'attise les conflits, car des conflits exacerbés ne sont pas avantageux. Les deux pays veulent de la prévisibilité, les deux veulent commercer. Les deux veulent que le détroit d'Ormuz reste ouvert, pas parce que ce sont de bons samaritains, mais parce que le pétrole y transite, et tout le monde en a besoin. Voilà le véritable résultat. 200 avions, 500 avions. Ce n'est pas ça l'important. Des mots durs, dans un avenir fantaisiste, ensemble. Et une architecture de stabilité discrète et pragmatique, construite bien avant que les caméras ne commencent à filmer ses poignées de main. Quelques minutes sans caméra. Mais il y a toujours un moment dans toute grande rencontre. Habituellement, il n'y en a qu'un, celui qui est vraiment imprévisible. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Ce sont ces quelques minutes où les deux dirigeants restent seuls. Juste eux et l'interprète, sans conseiller, sans protocole, sans appareil d'enregistrement. Eh bien, du moins ceux qui sont visibles. À Pékin, c'était le moment où Trump, Xi et la fille de Xi, qui servaient d'interprète célébrement, sont partis tous les trois là où il n'y avait pas de caméra. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Personne ne sait. L'interprète restera silencieux, c'est le métier. Les deux dirigeants diront ce qu'ils jugent nécessaire. Après qu'ils auront décidé quoi dire, le reste restera entre eux. C'est précisément pendant ces quelques minutes que se produit ce que les diplomates appellent un canal personnel. Là-bas, des choses peuvent être dites qui ne figureront jamais dans aucun document. Une entente peut s'y nouer. Une compréhension qu'il est impossible de consigner sur papier. Une compréhension qui change l'approche. Là, deux personnes se regardent dans les yeux et décident. Eh bien, si l'on peut faire confiance. Ni à l'État, ni au système. Personnellement, l'un à l'autre. C'est ce que notre allié a complètement manqué. Peut-être parce que Trump était d'une autre génération. Peut-être parce que Trump ne sniffe pas et ne fume pas. Ou pour d'autres raisons. Mais cette compréhension mutuelle, cette sympathie ou ce respect mutuel. La sympathie n'est pas indispensable, mais cela n'a pas du tout été le cas pour l'Ukraine, malgré l'ancienneté de ce mécanisme diplomatique. Il existait déjà lorsque les tsars se retrouvaient sur des ponts au-dessus des rivières qui séparaient leur royaume. Il existe encore aujourd'hui. Il n'a pas disparu, et il existera toujours.
Parce qu'aucun document ne remplacera jamais ce moment où un homme regarde un autre homme dans les yeux et essaie de comprendre. Il essaie de prendre une décision pour lui-même. Alaska. Rappelons-nous un autre épisode, Trump et Poutine, une limousine en Alaska. Littéralement 1 minute en violation de tous les protocoles, sans conseiller, sans traducteur officiel, juste les deux et le chauffeur. Peut-être qu'ils comprenaient les deux langues. Tout le monde en a parlé. Qu'ont-ils discuté? Qu'a-t-on décidé? Qui l'a emporté? La vraie des questions était ailleurs. Pourquoi cela s'est-il produit? Pourquoi violer le protocole pour une seule minute? La réponse est simple. Parce que parfois, il faut dire quelque chose. Quelque chose qu'on ne peut pas dire officiellement, qu'on ne peut pas écrire. Quelque chose, appelons-le, de personnel. Personnel, mais pas dans ce sens-là. Plutôt quelque chose d'autre. Quelque chose qu'il faut dire, mais qu'on ne peut pas. Quelque chose qui crée une compréhension entre deux personnes. Pas entre deux États, mais précisément entre deux personnes. Une compréhension qui influence ensuite la décision. De manière officieuse, informelle, mais réelle. Ça influence. La domination mondiale. Maintenant, parlons de la Chine, parce qu'il est important ici de dire clairement ce que beaucoup n'osent pas formuler. Jusqu'à présent, rien ne prouve que la Chine veuille conquérir le monde. Cela peut sembler étrange compte tenu de ce que nous entendons chaque jour, mais regardons les faits. En 5000 ans d'histoire chinoise, c'est approximatif. Malgré toute la puissance des empires chinois, malgré tous leurs moyens, la Chine n'a jamais essayé de conquérir le monde entier. Pas parce qu'elle ne le pouvait pas. Parce que cela ne fait pas partie du modèle civilisationnel chinois. Je dis des choses étranges, n'est-ce pas? Je vais vous raconter une histoire étonnante pour mieux comprendre la Chine. C'est ce que je tente de vous expliquer. Début 15e siècle, environ 60 ans avant Christophe Colomb. L'Europe, c'est une petite péninsule au bord de l'Eurasie. Et à cette époque, la Chine construit une flotte comme le monde n'en a jamais vu. Et qu'on ne reverra probablement pas pendant encore 300 ans. L'amiral Zhang He, un musulman eunuque qui travaillait à la cour de l'empereur Yongle. 7 expéditions. Dans la grande expédition, il y avait 300 navires, jusqu'à 28 000 personnes à bord. Les navires faisaient un rang plus de 100 mètres de long. Vous imaginez ça? La meilleure navigation du monde à cette époque, une boussole magnétique que la Chine utilisait déjà depuis 4 siècles. Jusqu'où sont-ils allés? Jusqu'à Malindi, c'est l'actuel Kenya. Jusqu'à Mogadiscio, jusqu'à l'Arabie, jusqu'au golfe Persique, jusqu'en Inde, jusqu'en Asie du Sud-Est, et maintenant, le plus intéressant. Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Rien du tout. Rien. Rien de ce que les Européens auraient fait là-bas. Rien. Ils n'ont pas conquis. Ils n'ont pas construit de forteresses. Ils n'ont pas revendiqué la terre comme la leur. Ils n'ont pas amené de gouverneurs. Ils n'ont pas laissé de garnison. Ils apportaient des cadeaux. Ils recevaient des cadeaux. Ils montraient que la Chine était vaste, riche, cultivée, puis rentraient chez eux. Et après, c'est tout. L'empereur Yongle est mort. Son fils a dit « c'est suffisant, assez ». Puis le fils est mort, le petit-fils. Il a autorisé une autre expédition. Ils sont revenus. Il a dit « non, c'est fini, terminé. Les navires ont été brûlés. Les navires ont été brûlés. » Bon, certains étaient déjà partiellement pourris, quelque chose comme ça. Ils les ont brûlés. Et 40 ans plus tard, le ministre de la guerre, Liu Caxia, a pris les archives de l'expédition, les cartes, les journaux, les rapports, et les a brûlés. Jusqu'à la dernière feuille. Quoi? Il a dit que c'était pour éviter que les générations futures répètent cette erreur. Des stupidités. Ni exploit, ni magnificence, aucun acte. Des stupidités? Qu'est-ce qu'on irait faire là-bas? On n'a même pas encore réglé les choses ici. Vous voulez comparer? Au même siècle, Espagnols et Portugais partiront en mer et, en 100 ans, bâtiront des empires sur 3 continents. Anglais, Hollandais et Français suivront. Chaque puissance maritime européenne, atteignant de nouvelles côtes, allait toujours plus loin. Conquête de colonies, drapeaux, sans exception. Sans la moindre exception. La Chine? Cela ne s'est jamais produit dans l'histoire. Ils ont regardé, puis sont repartis. Voilà la véritable psychologie chinoise. Pas celle qu'on nous présente aujourd'hui, mais la vraie. Vieille de plusieurs millénaires. Pour éviter qu'ils répètent cette bêtise, nous sommes arrivés, avons regardé, puis sommes rentrés chez nous sans en avoir besoin. C'est cette psychologie que Xi a apportée à Pékin face à Trump. Pas pour dominer le monde, mais pour qu'on nous laisse tranquilles dans notre zone. Nous ferons de même pour vous. Comprenez-vous? Il s'agit de savoir à qui nous avons affaire. Sinon, on attendra toujours de la Chine ce qu'elle n'a jamais fait en 5000 ans.
Cela ne veut pas dire qu'ils ne vont pas te tendre de pièges. Cela ne veut pas dire qu'ils ne vont pas essayer de te prendre des ressources minières ou autre chose. La Chine veut être la plus importante, la plus respectée, la plus riche. Elle veut que tout le monde vienne commercer avec elle, apprendre à demander. C'est de la domination, oui, mais c'est un autre modèle. De la domination, pas militaire, économique, culturelle, tout ce que tu veux, mais pas avec des canons. Mais chez nous, disaient les Chinois. On a des canons ? Oui, si jamais on les utilisera. Mais ils ont déjà brûlé 300 navires une fois. C'est justement pour cela que Xi à Pékin a dit à Trump « Il faut une stabilité stratégique, pas la victoire. Pas la capitulation de l'adversaire, la stabilité. La prévisibilité. La possibilité de planifier sur des années à l'avance. Et cela coïncide en ce moment avec ce que veut Trump. Pas parce qu'ils sont copains, mais parce que leurs intérêts se croisent. Les deux pays veulent commercer. Les deux veulent que leurs économies croissent. Les deux comprennent qu'une guerre entre eux serait une catastrophe. Pour nos pays. Et pour le monde entier. Des zones d'influence ? Oui. La concurrence ? Oui. Tu me fais du mal ici, je te répondrai là-bas ? Oui, mais pas la guerre. Pas la destruction. Parce que cela n'avantage personne. Si tu réfléchis un peu, tu te souviendras que le premier président des États-Unis d'Amérique, George Washington, a écrit dans son testament. C'est exactement cela. La formule. C'est là que cela devient intéressant. Quand Trump a parlé des deux pays les plus importants et puissants du monde et que Xi a accepté, ils ont officialisé ce qu'on appelle en politique mondiale le J2. Le concept de deux centres, un concept contre lequel la Russie s'est opposée fermement et bruyamment pendant 20 ans, contre lequel l'Union européenne s'est opposée et continue de s'opposer, contre lequel l'Inde s'oppose également. Vous voulez savoir comment cela s'était perçu à Moscou ? Cela a été perçu ainsi. Et vous, oui vous, personne ne vous a invité ni mentionné, on ne s'est pas souvenu de vous. Votre place est ailleurs, là-bas. Quelque part là-bas. Très loin. Là-bas, quelque part. Bien sûr, dans son discours, il le présente autrement. S'il parle des relations entre deux grandes puissances, de partenaires et non d'adversaires. Mais quel est le sens ? Le voilà, le même. Il décrit un monde où il y a deux sommets et tous les autres. Et Xi se sent très à l'aise dans ce tableau. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il est l'un des deux sommets. Je dirais le deuxième, mais peu importe, l'un des deux. Moscou voit. Moscou comprend. Et Moscou, sans caméra, sans déclaration, sans protestation publique, cherchera un moyen de détruire cette construction. Parce que cette construction l'enterre. Les élections. Il viendra à Washington en septembre, 2 mois avant les élections de mi-mandat au Congrès. Ce n'est pas un hasard, la visite du dirigeant chinois dans la capitale américaine en septembre. Et à la veille des élections, qu'est-ce que cela signifie ? C'est un signal politique. Oui, bien sûr, c'est le camp de Trump qui en a eu l'idée. Mais Xi a dit d'accord. Et le message est clair. La Chine montre qu'elle travaille avec l'administration en place, que les relations sont stables, que la politique républicaine porte ses fruits. Cela ne signifie pas que la Chine veut la victoire des républicains pour les républicains eux-mêmes. Oui, la Chine cherche stabilité et prévisibilité. Et une majorité républicaine au Congrès signifie actuellement la poursuite de l'architecture qui vient d'être mise en place lors de la rencontre à Pékin. Et un changement de majorité signifie de l'incertitude. Et l'incertitude n'est pas avantageuse pour la Chine. C'est pourquoi la visite de septembre marque le début de ce que l'on peut appeler un soutien structurel à la campagne républicaine. Pas par l'argent, pas par des déclarations, pas par des images. Par une poignée de main. Par sa présence. Le résultat. Que s'est-il réellement passé ? Les deux plus grandes puissances, militaires et économiques, se sont mises d'accord sur les règles du jeu pour les prochaines années, discrètement, de manière pragmatique. Sans vainqueur ni vaincu sur le papier, parce que les deux parties devaient non rentrer chez elles avec dignité. Le monde observait la poignée de main et débattait du vainqueur, mais eux savaient déjà la réponse. Et ils n'étaient pas venus pour négocier, mais pour confirmer ce sur quoi ils s'étaient déjà mis d'accord, bien avant que les caméras ne s'allument et commencent à filmer. C'est en réalité cela, la vraie diplomatie. Ennuyeuse, technique, invisible, et c'est précisément pour cela qu'elle fonctionne. Les amis, si cette analyse vous a semblé intéressante, mettez un like, partagez-la avec ceux qui essaient de penser par eux-mêmes, et abonnez-vous pour ne rien manquer. Donc si on va continuer. Israël. Hier, vendredi, une frappe israélienne à Gaza a éliminé Izzadine al-Hadr, le chef de la branche militaire du Hamas.
l'un des derniers architectes survivants du 7 octobre. Qui est-ce ? Il a rejoint le Hamas à sa création dans les années 80, devenant membre du conseil militaire et des plus hautes instances militaires. L'un de ceux qui ont directement planifié et dirigé l'exécution du massacre du 7 octobre, lorsque Mohammad Sinwar a été tué, le commandement de la branche militaire est passé précisément à lui. C'était le commandant militaire le plus haut placé, du Hamas à avoir été éliminé depuis la trêve soutenue par les États-Unis à l'automne dernier. Avec lui, 6 personnes ont été tuées lors de la frappe, y compris sa femme et sa fille. Ses 2 fils ont été éliminés plus tôt par l'armée israélienne, pendant la guerre. Pourquoi est-ce important, et pourquoi en parlons-nous séparément ? Parce qu'Israël a 2 politiques, 2 qui ne changent jamais, et que les ennemis d'Israël n'ont jamais réussi à comprendre complètement. Ne jamais abandonner l'un des leurs, ni vivant ni mort. Peu importe le nombre d'années qui passent, Israël cherchera, ramènera, ira récupérer les siens. Et la deuxième chose, qui est liée à la première, aucun de ceux qui ont tué Yuri ne restera introuvable. Que ce soit dans 5, 20 ou 40 ans, les services israéliens ne connaissent pas de délai de prescription. Ils ont des dossiers, une mémoire, ce sont des gens méthodiques qui travaillent pendant des décennies. Et tôt ou tard, ils arrivent. Tout cela a commencé, si vous vous souvenez, avec Eichmann et tous ceux qui travaillaient dans les camps de concentration. Al-Qaïda a tenu 2 ans et demi après le 7 octobre. C'est très long selon les standards israéliens, non parce qu'ils cherchaient le mal, mais parce qu'il était bien caché. Pourtant, ils n'ont jamais cessé de chercher, ne le laissant jamais en paix. Ce message s'adresse à tous ceux qui prévoient un peu la prochaine attaque. Vous pouvez porter un coup. Nous ne pouvons pas nous protéger de tout ce que vous pouvez imaginer, mais vous ne vivrez pas longtemps après cela. Hormuz. Hormuz. Dans le détroit d'Hormuz et dans le golfe d'Oman, ce qui se passe aujourd'hui sera appelé une guerre hybride dans les manuels d'histoire navale. Le 8 mai, un drone kamikaze a attaqué le pétrolier Sanangol Namibé, près du port de Minosacre. Explosion suivie d'une fuite de pétrole. Le même jour, l'Iran a saisi le pétrolier Ocean Coil, l'accusant d'avoir tenté de nuire aux exportations iraniennes. Un peu plus tôt, le tir sur le porte-conteneur de la famille CGM a fait des blessés. Le navire indien Haji Ali a coulé au large des côtes d'Oman. L'équipage a été sauvé par les gardes-côtes omanais. Au large de Fujairah, un autre navire a été capturé et emmené dans les eaux iraniennes. Et voici un point sur lequel il faut s'attarder ici. L'Iran ne fait pas que capturer des navires. L'Iran provoque délibérément, appelons les choses par leur nom, une catastrophe écologique dans le Golfe. Il déverse du pétrole. Pourquoi ? Vous allez me demander. L'Iran le sait, il ne peut fermer le détroit d'Hormuz par la force. La flotte américaine, ainsi que celle du Royaume-Uni, de la France et de l'Inde, sont plus puissantes. Un affrontement militaire serait suicidaire. Mais rendre le détroit inutilisable, rendre l'assurance pour les pétroliers inabordable, faire de chaque traversée une loterie, ça, c'est possible. Qu'est-ce que cela signifie pour les prix ? Aujourd'hui, c'est encore modéré. Mais si jamais une véritable marée noire atteint le niveau d'une catastrophe, les prix du pétrole vont flamber et nul ne sait jusqu'où. Ce qui compte, c'est que l'Amérique ne sera pas touchée. Aujourd'hui, l'Amérique est son propre fournisseur de pétrole. Le coup frappera ceux qui achètent au Moyen-Orient. Et qui achète le plus au Moyen-Orient dans le monde ? Là, vous allez être surpris. C'est-à-dire que vous le savez sûrement, mais c'est la Chine. Oui, la Chine. Exactement celle qui vient tout juste de s'entendre avec Trump à Pékin sur la stabilité. Exactement cette Chine, à qui l'Iran fait obstacle en ce moment par ses actions. Cette même Chine, la seule qui les tire de la situation dans laquelle ils se trouvent, dont on ne peut pas parler de cette partie de l'affaire sur Internet. Maintenant, la Chine a un motif et la possibilité de dire discrètement à Téhéran « Calmez-vous ». L'Iran montre maintenant, non pas à nous mais à la Chine, qu'il faut compter avec lui, avec l'Iran, parce qu'ils ont des fous capables de faire n'importe quoi, donc il faut leur donner plus. Vous voulez voir comment fonctionne cette fameuse architecture pragmatique dont nous avons parlé plus haut ? La voilà en action, sans déclaration retentissante, sans menace. Simplement 2 se sont mis d'accord, et le 3e se sent moins à l'aise. Et il sait qu'il devra se cacher dans des terriers, il fait tout pour se donner du courage et montrer à quel point il est un gars cool. L'arsenal américain. Et maintenant, un sujet que les médias officiels essaient de ne pas mettre en avant. L'Amérique manque d'armement. Pas de pétrole, pas de dollars. Des armements. Selon une analyse menée à Washington après l'opération de l'année dernière contre l'Iran, environ 45% du stock de missiles de frappe de précision ont été utilisés,
50% du stock de missiles THAAD et environ 50% des Patriot. Selon l'estimation du Royal United Services Institute britannique, si le rythme d'utilisation des stocks américains reste le même, les THAAD seront épuisés en 1 mois et leur reconstitution prendra de 1 à 4 ans pour retrouver le niveau actuel. Il faudra encore des années pour qu'ils atteignent le niveau attendu. Qui en est responsable ? Ce problème vient d'années de sous-financement de l'industrie militaire et de décennies où l'on pensait qu'il n'y aurait plus de grandes guerres. Et responsable, pardonnez-moi ma franchise, ce type de pensée globaliste qui croyait qu'on pouvait résoudre le problème iranien sans armes. Le problème russe se réglait avec de l'argent, le chinois par la négociation, tandis que l'industrie de défense américaine se contractait discrètement. Dans quel but ? D'abord, pour protéger les autres, il fallait sortir de l'argent du pays et aller fouiller là-bas. Et en même temps, développer le social était incontournable. N'avez-vous pas honte ? Vous prenez aux femmes enceintes pour donner aux avides, et ainsi de suite. Voilà encore un résultat discret de Pékin. D'accord, dont personne ne parle à voix haute. Si l'Amérique affrontait aujourd'hui la Chine, elle manquerait de la moitié de ses missiles, et Donald Trump le sait. C'est pourquoi à Pékin, il bâtissait une architecture de stabilité, non par faiblesse, mais parce qu'il comprenait qu'il y avait une fenêtre d'opportunité. On peut, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, transférer d'urgence l'industrie américaine vers l'industrie militaire, tout casser au diable et commencer, oui, à faire ce qui a été fait, et fournir en approvisionnant l'Union soviétique, l'Europe, l'Angleterre, tous ceux qu'on veut. Oui. Il faut tout détruire et reconstruire. Nous avons besoin de temps pour restaurer l'industrie, pour rétablir ce fameux potentiel industriel de réarmement dont parlent aujourd'hui tous les analystes militaires. Des chiffres qui crient. Et enfin, le dernier sujet interne aux États-Unis. Des sondages récents, Washington Post, ABC, Ipsos. Donald Trump atteint un taux de désapprobation record sur ses 2 mandats, avec 65% selon CNN. 36% de soutien, 58% contre, un solde net de moins 22%. Et selon TASS, concernant l'économie, 30% approuvent, 70% désapprouvent. Pour la santé, 65% sont contre. En moyenne, selon toutes les mesures, environ 62% désapprouvent Donald Trump, et seulement 37% le soutiennent. Ce sont les pires chiffres. Lors de son 2e mandat, ce sont les pires chiffres. Et les pires sur l'économie, l'inflation et le coût de la vie. Comme vous le voyez, Donald Trump prévoit d'agir à ce sujet. La première, il est déjà en train de la faire. Les accords tarifaires avec la Chine. On peut donc considérer que la visite en Chine a marqué le début de la campagne électorale du Parti républicain. Les accords tarifaires avec la Chine, l'allègement de la pression sur le budget familial sur le front des prix. C'est une réponse directe au chiffre 70 concernant l'économie. Pékin a accordé un répit tarifaire. Un répit, c'est une diminution de la pression sur les prix. Une diminution de la pression sur les prix, c'est une évolution des sondages. Deuxièmement, un grand travail sera mené sur les thèmes qui mobilisent l'électorat républicain. La frontière, la criminalité, la déréglementation, la réduction de la bureaucratie. Chaque décision de cette série, c'est quelques points de plus dans les sondages. Troisièmement, et c'est le plus important, le principal facteur à venir n'est encore reflété dans aucun sondage. En octobre-novembre, nous entrerons dans la période électorale. Et pendant cette période, beaucoup de choses qui sont aujourd'hui gardées en réserve vont sortir. On les retient à peine. Ils ont tellement envie de les montrer. Des documents vont être publiés, des enquêtes vont sortir, des chiffres vont être révélés. Qui exactement et combien a volé au cours des 4 dernières années ? Quels schémas ont été mis en place à l'intérieur des programmes fédéraux ? À qui allait l'argent sous couvert de pseudo-aide ? Qui était derrière la chaîne migratoire ? Qui protégeait ? Qui fermait les yeux ? Tout cela est en train d'être préparé aujourd'hui. Une partie a déjà été publiée, discrètement. La majeure partie attend son heure. Et cette heure, c'est l'automne. L'automne. C'est pourquoi nous devons terminer cette histoire avec l'Iran. J'ai toujours dit, pas plus tard que fin mai. Peut-être au tout début de juin. Mais il faut finir. Je ne suis pas partisan des règlements de compte politiques. Mais quand les démocrates ont fait ce qu'ils ont fait ces dernières années, et quand cela commencera à apparaître encore et encore à la une, sous les yeux des électeurs, il y aura des questions très embarrassantes. Et la majorité démocrate n'aura pas de réponse. Deuxièmement, 250 ans de l'Amérique, un demi-siècle de jubilé. La grande fête nationale de la génération a Trump comme épicentre, figure et voix principale, c'est sous lui qu'elle se tient. Que vous le vouliez ou non, cela donnera l'image d'un héros national lors du jubilé. Et cette image aussi soulèvera des questions. Troisièmement, et cela pourrait être le plus important, Xi arrive à Washington.
Mais il ne vient pas avec le même scénario que celui avec lequel il a accueilli Trump à Pékin, Xi à Pékin. Il jouait confortablement le rôle de l'un des deux pôles. À Washington, on va essayer de lui imposer un autre cadre. Ce ne sont pas deux pôles qui font le monde. Dans chaque région, une partie est chargée de stopper la guerre. À Gaza, Israël et la coalition arabe. En Ukraine, les Européens et Trump en personne. En Corée, le Japon et la Corée du Sud, etc. Ce sont deux modèles très différents. Xi vend la division en deux zones. Trump vend des shérifs régionaux. Et lorsque ces deux modèles se confronteront à Washington en septembre et en octobre, ce sera, à mon avis, l'une des discussions diplomatiques les plus intéressantes de la décennie. Et pourquoi est-ce que je parie sur le modèle de Trump ? Pour une raison simple. Le modèle des deux zones pose toujours la question : quelle zone est la plus grande ? Où passe la frontière ? Qui a cédé à qui ? C'est un modèle de tension perpétuelle. Et le modèle des responsables régionaux, c'est un modèle dans lequel l'Amérique cesse d'être le gendarme mondial, cesse de payer pour les guerres des autres tout en conservant le rôle d'arbitre, avec la Chine. C'est moins cher, c'est plus stable, c'est ce que veulent les lecteurs américains. Et cet automne, nous le verrons. Les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette analyse vous a été utile, mettez un like, partagez avec ceux qui réfléchissent et abonnez-vous à la chaîne. Et par ailleurs, pour ceux qui veulent aller plus loin, non seulement regarder les actualités, mais aussi comprendre la mécanique de la liberté, comment elle fonctionne, jetez un œil à ma Roadmap to Freedom, c'est-à-dire la feuille de route vers la liberté en russe. C'est une analyse étape par étape de la façon dont la liberté individuelle se transforme en liberté politique. Et inversement. Lisez mon livre « Capitalisme 1.0.1 ». J'y explique pourquoi le pragmatisme des deux pays les plus puissants, qui négocient la stabilité, n'est pas une capitulation, mais la seule façon pour une personne ordinaire d'avoir la possibilité de planifier sa vie. Parce qu'ils ont leur sommet là-bas, mais comment cela va-t-il nous affecter ? Voilà ce qui nous intéresse, vous et moi. Et regardez nos chroniques du matin. Chaque matin, nous analysons aussi ces sujets, mais brièvement et sous un autre angle. À la prochaine fois. Prenez soin de vous et de vos proches. Au revoir.